Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir sur Tandem TV pour un nouveau numéro du fabuleux destin de femmes, toujours accompagnée de ma complice et amie Isabelle Didier-Olliel. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Galite. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Je suis ravie de te retrouver. Moi aussi. Alors surtout que ce soir Isabelle, on va raconter le fabuleux destin d'une femme vraiment hors du commun. Un destin de princesse qui n'a pas vraiment vécu un conte de fées. Elle a connu une fin malheureusement tragique. Alors Isabelle, ce soir, on va raconter l'histoire de qui ? Eh bien oui, ce soir, Galite, nous avons choisi de parler effectivement d'un destin tragique, mais que tout le monde aura vraiment bien connu. Elle était un modèle pour toutes les femmes de sa génération, un mythe absolu, une icône interplanétaire. Ah oui. On va parler ce soir de Diana Spencer, notre Lady Di, la princesse de Galles, cette femme qui a cassé tous les codes de la famille royale britannique et qui a effectivement connu une fin tragique puisqu'à 36 ans, on le sait tous, elle est morte un soir à Paris, un 31 août 1997, d'un accident de voiture sous le pont de l'Alma. Eh oui. Alors moi, je me réjouis, Isabelle, qu'on aille explorer cette personnalité de la princesse de Galles, une personnalité complexe, sous une apparence timide, réservée, timorée, se cache une personnalité qui a fasciné la planète entière pendant presque 20 ans. Et elle est fascinante parce qu'elle a su, malgré son caractère et sa nature, s'extirper, défier le protocole de la couronne britannique. Et ça, vraiment, c'est admirable parce que finalement, elle a su se libérer, parce que c'était un peu une prison pour elle. Exactement. Alors, Diana Spencer est née le 1er juillet 1961. Elle aurait eu 60 ans aujourd'hui, Galite. J'imagine quelle belle femme elle aurait été. Oui. Et de son enfance passée au domaine royal de Sandringham, sur le comté de Norfolk, au nord de Londres, eh bien Diana va en conserver des stigmates. Elle est née, elle est la troisième, une fratrie de 4 enfants. Elle a 2 sœurs aînées, Jeanne et Sarah. Sa naissance est suivie de très près par un événement très douloureux pour ses parents, France Burke-Roche et Edward Spencer, car ils ont perdu un enfant, un garçon. Avant elle. Oui, juste avant elle. Elle suit cette naissance. Elle suit vraiment ça, voilà. Et un garçon tellement attendu par les Spencer, qui est mort à la naissance. Et donc, Diana arrive juste après et elle va se sentir curieusement, consciemment responsable de ça, parce qu'elle se sentait pas très désirée, puisqu'ils ont eu une autre fille après les deux premières. Et puis, va suivre, et puis finalement, son frère Charles, qui sera héritier du titre. Et oui, parce que c'est important dans ces familles, elle est issue de l'aristocratie britannique, donc très important d'avoir un héritier mâle. Donc oui, elle le vivra mal. Et puis, il faut dire aussi que dans ce château où elle grandit, dans ce domaine, l'ambiance est lourde, c'est une ambiance même violente, des disputes entre les parents, et vraiment une ambiance très pesante jusqu'au jour où sa mère, on dit qu'elle va tomber amoureuse d'un autre homme et qu'en même temps qu'elle va quitter son mari, elle va quitter ses 4 enfants puisqu'elle va les abandonner. Mais alors oui, elle a 7 ans quand ses parents divorcent. Ça va être très douloureux pour Diana. C'est la version officielle. On a dit aussi que c'est son père qui l'oblige à partir. Oui. Diana se souviendra toujours, elle racontera qu'elle garde les pas de sa mère sous les graviers, la voyant partir. Et voilà, cet événement va profondément marquer Diana. Elle a été convaincue que sa vie a été brisée à ce moment-là. Et de là, elle va cesser de se nourrir, elle va très peu parler, elle va dormir mal et elle va entendre son frère sangloter Charles des nuits entières réclamant sa mère. Là, un traumatisme s'installe au sein de la famille. Et puis en elle, le départ donc de cette mère finalement, elle va avoir besoin de se raccrocher à quelque chose, va faire naître une grande complicité avec son père, un père qui finalement, même s'il y avait des disputes, ne s'entendait pas avec sa femme,
aime profondément ses enfants et c'est un père chaleureux, présent et qui s'en occupe plutôt bien finalement. Elle a beaucoup d'affection pour son père. Et puis la jeune Diana suit des cours à domicile jusqu'à l'âge de 9 ans. Et puis elle va rejoindre un établissement, alors l'établissement de Rudelsfors Hall. So Elle a un British. parcours scolaire. Alors, un parcours scolaire assez chaotique, même médiocre. Oui, c'est pas une bonne élève. Non, c'est pas une bonne élève. Et puis elle va terminer ses études dans un institut en Suisse, une institution pour les jeunes filles de bonne famille. Oui, parce que l'adolescence de Diana, finalement, s'avère être une période assez douloureuse pour elle. Elle garde, hein, comme tu disais, ce traumatisme de l'abandon de sa maman qu'elle va vraiment porter en elle et toute sa vie, ça va être vraiment un vrai poids. Et cette peur de l'abandon qui va se traduire par plein de choses, même dans sa vie d'adulte plus tard. Et puis, ce sentiment, il va, au lieu de s'améliorer avec l'âge, il va s'empirer au moment où son papa va décider, son père, de refaire sa vie, Edward Spencer. Il va se marier avec la fille de Barbara Cartland, une femme... Barbara Cartland, tu sais, c'est cette romancière excentrique, etc. Et donc cette femme, c'est la vraie marâtre. Là, pour le coup, de conte de fées, froide, austère, distante. Les enfants Spencer la détestent et le lui font bien sans dire. Ah oui, ils vont pas lui faire de cadeaux. Et ce mariage va donner lieu à des conflits entre Diana et son père. Ouais. Et les enfants Spencer refusent d'aimer cette femme. D'ailleurs, il va leur dire, le père, vous allez l'aimer comme moi j'ai appris à l'aimer. Oui. D'ailleurs, Diana lui donnera une gifle à ce moment-là. Oui, c'est fou ça. C'est fou. Et bon, mais avec le temps, Diana réalisera que finalement, elle a des points communs avec cette belle-mère et elle dira aussi plus tard que finalement, elle était plus proche de sa belle-mère que de sa propre mère. Et oui, qui aura été finalement absente, avec qui elle n'arrivera jamais à retisser des liens depuis cet abandon. Et puis, Diana grandit. La famille Spencer, on le rappelle, c'est une famille d'aristocrates, donc qui fréquentent le milieu et l'entourage de la famille royale. Et puis, en 77, elle a 16 ans, quand elle rencontre pour la première fois le prince Charles, qui, lui, a une petite idylle, flirte avec sa sœur Sarah. Oui, alors, le prince Charles a bientôt 30 ans, il multiplie les conquêtes, des liaisons sans lendemain, mais il lui faut trouver la future reine. Et oui. Et alors, il a une idylle avec sa sœur Sarah, mais qui n'a pas duré. Et là, la reine-mère va décider de prendre les choses en main en lui dénichant la future reine, la future épouse pour prince Charles. La future mère. La future mère du roi. Et oui. Et là, elle va trouver Diana, elle va trouver chez cette jeune fille timide, malléable et docile, elle va penser que c'est la femme idéale. Et oui. Peut-être première erreur, oui, parce que première erreur de la famille royale. Exactement, elle voit en elle la mère pondeuse qui va lui faire un bel héritier. Et c'est 3 ans plus tard, donc là, elle avait que 16 ans à ce moment-là, et c'est 3 ans plus tard, donc en 1980, que Charles et Diana, là, avec la complicité de la grand-mère Cupidon, vont se retrouver lors d'un match de polo à Balmoral. Et là, Diana, elle va y aller, elle va le draguer parce qu'elle est admirative depuis qu'elle l'a rencontré 3 ans plus tôt. Elle est fan même, elle a des posters de lui dans sa chambre, elle est amoureuse, elle l'admire. Et puis, elle va venir, elle va le draguer, elle va l'aborder. Et lui, il va la trouver distrayante, cette petite jeune fille, finalement bien sous tout rapport. Voilà, ouais. Et il se dit, pourquoi pas, c'est peut-être elle, la bonne, celle qui va me... Pareil, parce qu'elle est malléable, docile, réservée, timorée. Ça lui va très bien. Il se dit... Ça va faire la bonne potiche de service. Exactement, c'est ça. Et puis tout va très vite, puisque le 24 février 81, le couple officialise leur fiançailles. Alors elle a 19 ans, il a 32 ans. Et quelques mois plus tard, donc le 29 juillet 1981, Diana devient son Altesse royale, la princesse de Galles, en épousant le prince Charles. Plus d'1 milliard de téléspectateurs, quand même. Tous. On était devant nos télés. On était tous là. Et le mariage a lieu à la cathédrale Saint-Paul à Londres en présence de 3500 invités. Ah oui, magnifique mariage, vraiment mariage de conte de fées. Et puis, dès le début, celle qu'il prenait pour la docile et malléable et réservée Diana, se montre le jour du mariage rebelle,
et elle va défier l'étiquette déjà ce jour-là, puisque dans ses vœux au prince Charles, elle va lui jurer fidélité et de le chérir et de l'aimer, mais par contre, contrairement à ce que veut la tradition, elle ne va pas promettre de lui obéir. Exactement. Et ça, elle me plaît déjà, cette petite. Bah oui. Et Diana confiera plus tard qu'elle a eu la sensation ce jour-là d'être un petit agneau qu'on emmenait à l'abattoir. Et ce mariage commence en effet du pied gauche, car en fait, le prince Charles n'est pas vraiment amoureux de Diana. Et on lui force un peu la main, car c'est la princesse idéale. Elle est aristocrate, protestante et vierge. Voilà. Donc, alors, si en façade, les futurs mariés ont l'air heureux, eh bien, la réalité est beaucoup plus triste. Et oui, parce que finalement, le prince Charles, il va être tout sauf un prince charmant pour Diana. Mais pas du tout, c'est ça, parce que non seulement Charles a épousé Diana par obligation, mais son cœur est pris par une autre femme à Charles, et il est très épris par Camilla Parker Bowles. Et oui. Et depuis toujours, il a toujours aimé cette femme. Et oui, Camilla Parker Bowles, qui a finalement un lien très particulier avec le prince Charles. C'est une vraie histoire d'amour, c'est pas une amourette. Comme tu le disais, ça dure depuis très longtemps. Et surtout, c'est la seule femme avec qui Charles est vraiment très à l'aise, mais impossible pour lui de l'épouser. Personne n'aurait jamais accepté. Elle n'était pas aristocrate, elle n'était pas aristocrate, donc c'était vraiment une roturière, et c'était impossible pour lui de l'épouser. De l'épouser, oui. D'ailleurs, la première déconvenue entre Charles et Diana survient lors d'un interview d'un journaliste qui pose la question au couple et qui demande je suppose que vous vous aimez. Et là, bien sûr, Diana répond timidement, mais spontanément, bien sûr. Et là, Charles, lui, répond tout dépend de ce que veut dire être amoureux. Alors, cette réponse va susciter un malaise au sein du couple. Et Diana, là, à ce moment-là, vraiment, va être abasourdie par cette réponse. Et elle va commencer à douter de la sincérité des sentiments de son fiancé. Oui, parce que là, c'était l'interview qui suivait l'annonce des fiançailles. Donc, c'était vraiment avant le mariage déjà. Et puis, elle découvre, alors qu'ils ne sont pas encore mariés, cette correspondance, cette liaison qu'il a avec cette femme. Et puis même, un jour, il y a un paquet cadeau qui traîne dans le château et elle va l'ouvrir naïvement. Elle va tomber sur un bracelet, elle va demander des explications à Charles, qui va lui expliquer que c'est un cadeau de rupture pour Camilla Parker Bowles et qu'il a l'intention maintenant de ne se consacrer qu'à elle. Mais là, pareil, elle y croit. Elle y croit, elle a envie d'y croire et elle y va finalement, elle y va quand même, malgré tous les petits signes. Elle y va et elle va même faire fureur dès le début. Diana se distingue par un style très différent du style royal de la reine et le peuple est immédiatement conquis. Cette jeune femme proche des gens, elle serre les mains, elle prend les enfants dans ses bras, elle est empathique et chaleureuse. Elle dépoussière un peu la monarchie et elle y insuffle un peu de la vie, de l'éclat et même de l'humour. Et oui. Et donc, elle est lumineuse, elle ne va jamais cesser d'attirer la presse qui la poursuit et les tabloïds britanniques qui en font d'elle leur cible préférée. Ah oui, ils vont lui pourrir la vie, la pauvre, vraiment, ça va être... On se rappelle tous de ces images terribles. Et puis ben voilà, le mariage a lieu, comme on a dit tout à l'heure, et puis Diana devient maman. Donc le 21 juin 1982 d'abord, elle donne naissance donc au prince William, et puis 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, je ne sais plus, en 84, 2 ans plus tard, le prince Harry va naître, et puis ça va un peu aussi changer sa vie. Bah oui, elle devient maman, elle tient son rôle public à la perfection, même si dans les murs du palais, c'est pas toujours facile pour elle. Elle est en proie à des crises de boulimie. Elle va même faire une tentative de suicide alors qu'elle est enceinte de William. Elle va se jeter dans les escaliers. Ah oui, c'est terrible. Elle est perturbée, c'est une jeune femme malheureuse, elle se sent mal aimée et rejetée. Et puis, d'abord, voilà, comme on a dit tout à l'heure, toujours ces traumatismes qui reviennent. Le traumatisme de l'abandon avec sa mère quand elle était petite. Et là, maintenant,
Son mari, voilà, elle c'est se vraiment sent pas- pour elle terrible. C'est ça, elle ne se sent pas aimée, car Charles n'a jamais rompu avec Camille, qu'il appelait de plus en plus souvent. C'est à Camilla qu'il appelait pour avoir des conseils, c'était pas à sa femme. Donc Diana se rend compte que son mari continue sa liaison avec elle, et là, elle se venge. Et c'est là son plus grand génie. Elle occupe tout l'espace médiatique et elle attire toute l'attention sur elle, et on occulte complètement le prince Charles. Il devient transparent, lui, le pauvre. Et elle, que finalement tout le monde prenait, alors je me répète, hein, mais c'est vraiment dingue, parce que cette petite jeune fille timide, Camilla, avait l'habitude de l'appeler la petite souris, parce que finalement, dans ce choix de Diana, Camilla n'est pas pour rien, parce qu'elle aussi, elle s'était dit, on en fera, voilà, elle sera là, elle tiendra bien son rôle, elle va te faire des beaux héritiers, vas-y, elle va pas trop nous déranger. Et puis, finalement, elle va tenir tête à tout le monde et à la monarchie, et puis elle y va, elle va quand même rendre les coups. Ah oui, elle va se servir de la révolution médiatique qui est en train de se profiler et qui permet à Diana de devenir un personnage public et médiatique. Quand le couple voyageait, l'attention de tous les médias était posée sur elle et non sur Charles. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Le public se désintéressait complètement de lui. La notoriété de la princesse était comparable à celle d'une rockstar. Et c'est la première monarchie à jouir d'une telle popularité. Tout ça, c'est grâce à elle. Eh bien oui, c'est ça. Avant, c'était encore poussiéreux, etc. Et puis on parle de... Et non seulement on en parle, mais en plus, on sous-estime ce qu'elle pouvait rapporter comme argent à la monarchie. Parce que, voilà, c'était, comme tu disais, c'était une rockstar. C'était une star. Et puis, il va y avoir un événement médiatique qui va encore un petit peu propulser la princesse de Galles au sommet de sa popularité. Ça se produit aux États-Unis, à la Maison-Blanche, en 1985, donc réception dans les salons de la Maison-Blanche. Réception à l'époque, le président c'est Reagan, et puis là, elle y va avec John Travolta, la star absolue à l'époque. On est quelques années après la fièvre du samedi soir, donc lui c'est pareil, hein, une icône. Et elle y va, elle immortalise ce moment devant les photographes, et elle danse. Elle danse avec John Travolta. Et finalement, de cette visite aux États-Unis, visite officielle du prince et de la princesse de Galles, c'est la seule chose que le public et la presse retiendront. Exactement, exactement. Ce qui est très paradoxal dans tout ça, c'est que plus le couple va mal, et plus Diana devient belle. Elle poussée par un désir de vengeance, elle va sculpter son corps, elle va trouver sa silhouette absolument spectaculaire, elle va se la découvrir, elle va se transformer. C'est vraiment l'émancipation intime d'une femme qu'on dit vierge, timorée au moment de son mariage, et qui se révèle une femme conquérante, séduisante, une femme qui finalement découvre son sex appeal devant les caméras et les appareils photo. Un peu godiche au début, jeune fille timide, effacée, avec des jupes à mi-mollets, des grandes blouses informes, des cols Claudine. Et bien, au fur et à mesure, elle va raccourcir les jupes, elle va avoir des décolletés un peu plus plongeants, et on découvre dans des looks mythiques qui restent gravés dans les mémoires. Souviens-toi, cette robe bleue faite par le grand couturier Jacques Azaguri, et puis cette robe rouge, enfin... On l'a vu dans tellement de jolies robes. Chacune des robes était réfléchie par Diana. Elle ne choisissait pas ses robes au hasard. Elle savait quelle robe porter pour chaque occasion, pour des événements bien précis. Et puis même quand elle n'était pas en robe, elle était tellement belle. Elle avait une silhouette. On se rappelle tous de ce col roulé noir. Enfin voilà, elle était grande, mince. Voilà. Et on a l'impression que finalement, à travers ses vêtements, elle communique un peu aussi ses états d'âme. À travers son apparence. Plus son mari la trompe et la délaisse, et plus elle devient cette icône de la mode.
Exactement. Et elle va faire parler d'elle, Diana, en 1987, en pleine crise du sida. On se souvient, les préjugés qu'il y avait autour de ça. Eh bien, Diana va se rendre dans les hôpitaux, elle va aller voir les malades et elle va pas hésiter à leur serrer la main sans mettre de gants. Ni rien. Oui, cette empathie. Ça a été extraordinaire. Et en 89, elle est invitée. Elle est invitée à l'anniversaire de la sœur de Camilla. Ouais. Et ça va être la première fois, elle va être confrontée à la maîtresse de son mari. Elle va rester très calme et elle va aller voir Camilla en lui disant ne me prenez pas pour une idiote, je sais ce qui se passe. Ah oui, mais ça c'est dingue, on est en 89 tu dis, donc ça fait déjà, on est 8 ans après le mariage. Donc imagine. Tout ce temps, elle ne s'était jamais rencontrée, c'est fou quand même. Ça, exactement. Et donc elle, finalement, oui, 8 ans se sont passés, finalement cette situation, elle est telle qu'elle est, délaissée, elle l'est, elle l'accepte même si elle a du mal, et puis elle décide elle aussi de son côté de prendre des amants et d'aller aussi d'avoir aussi une vie. Alors une vie, c'était pas, elle cherchait tellement à être aimée, Diana. Elle n'était pas poussée par un sexe effréné. Elle voulait être aimée avant tout. Elle voulait une vraie histoire d'amour. Une vraie histoire d'amour. Oui. Diana, donc, était en effet une mère de deux jeunes garçons en bas âge. Elle est jeune, hein, elle a 24, 25 ans. Son mariage, donc, avec le prince Charles, bat de l'aile depuis longtemps, presque toujours. Donc, déjà, elle a besoin d'affection et d'amour. Et c'est là qu'elle va avoir une relation avec le major James Hewitt. Mais également avec son garde du corps aussi, Barry Manaki. Lors des sessions enregistrées avec son coach vocal, elle va raconter avec beaucoup d'émotion que son garde du corps a été vraiment un réel amour. Et, un des grands amours de sa vie. Un des grands amours de sa vie. Elle aura confié qu'elle aurait voulu tout quitter et le suivre. Et refaire sa vie avec lui, ouais. Et c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que la relation entre Diana et la famille royale commence à battre de l'aile, à s'effriter un petit peu, à se dégrader. Et d'après certains biographes de la princesse, sa relation avec ce garde du corps, Barry Manaki, n'était pas du tout, bien sûr, du goût de la famille royale. Ils brisaient ensemble le protocole, ils cassaient tous les codes, ils s'asseyaient ensemble, ils prenaient le thé, ils discutaient, ils rigolaient, ils plaisantaient. C'est pas du tout les relations qu'on a avec un garde du corps. Ils flirtent ouvertement dans les salons du palais. Oui, c'est ça. Et le garde du corps donc a été licencié en juillet 1986 après qu'ils furent surpris les deux dans une situation assez compromettante. Et le 22 mai 1987, le garde du corps va avoir un accident de moto, de la route par un chauffard. Et là, Diana va vraiment imaginer à un moment donné que peut-être elle va penser que peut-être il a été assassiné. Et oui, on peut le penser quand on connaît la suite de son histoire. Elle va donc continuer à vivre comme ça, malheureuse, entre crise de boulimie, tentative de suicide, crise de nerfs aussi, hein, parce que des fois elle arrive un peu hystérique. Elle demande souvent des audiences à la reine, elle va la voir, elle se plaint auprès d'elle de sa vie conjugale. Et elle se consacre, comme ça, la vie passe, elle se consacre à des actions caritatives. On l'a tous vu, comme tu disais, dans les hôpitaux, dans les pays du tiers-monde, etc. Elle y va, elle joue, elle tient son rôle de princesse à la perfection. Et malgré tout, la vie de Diana a profondément été marquée par son rôle de mère. C'est vraiment là, elle a réussi, malgré toutes ses difficultés, malgré ses démons, finalement, à tisser une relation extraordinaire avec ses fils, à les protéger aussi du protocole et de cette vie guindée, et à essayer de faire en sorte qu'ils aient une vie normale. Et elle n'hésitait pas. Les marques d'affection en public, tout ça, elle s'en foutait, en fait. Elle y allait. Ah oui, elle avait une relation mère-fils unique, jusque-là inédite, hein, dans le milieu de la royauté. On se rappelle de la froideur de la reine Elisabeth. C'est une véritable mère louve. Elle va tout faire pour préserver ses fils de la pression médiatique et de la famille royale. Et bien qu'héritier direct de la couronne d'Angleterre, les deux princes ont reçu
pendant les premières années de leur vie, une éducation chaleureuse et vraiment très bienveillante. On l'a vu, on a vu Diana aller dans des parcs d'attractions avec ses enfants. Enfin, oui, elle a été... et c'est ça que les gens aimaient. C'était une maman comme tout le monde. On avait l'impression qu'elle était normale. C'est ça. Elle était normale. Tellement accessible. Et en 91, Diana accepte de participer à un projet de biographie. Alors on lui propose, c'est le journaliste Andrew Morton qui lui propose ce projet. Alors elle va s'entretenir avec lui, lui va enregistrer sur un dictaphone une série d'entretiens où elle va révéler pour la première fois sa part d'ombre, hein, ses démons, comme on disait tout à l'heure, boulimie, dépression, etc. Et elle va aussi, pour la première fois, révéler les détails de la relation de Charles et Camilla. À ce moment-là, Camilla, c'est vraiment son obsession, sa rivale, et finalement, en acceptant et en parlant, c'est une déclaration de guerre. Ah mais oui, mais parce qu'elle a quand même dû avaler pas mal de couleuvres. Hein. On raconte une scène lors d'une soirée où Diana ne trouve pas ni Charles ni Camilla. Et là, elle part à leur recherche. Elle les trouve dans un sous-sol, assis côte à côte. Et là, il y a Camilla, arrogante, qui lui dit « Mais quel est le problème ? Tu as 2 merveilleux fils. » C'est étrange comme c'est comme si phrase. elle lui disait mais de quoi tu te plains. Et voilà, ça voulait dire mais de quoi te plains-tu. Et voilà. Et donc c'est une scène. Ça a été très douloureux pour Diana parce qu'il faut elle voit son mari avec sa maîtresse en direct. Quand tu dis c'est à une soirée, elle les cherche. Les soirées, c'est les soirées. C'est les soirées de l'aristocratie anglaise, c'est pas les petites soirées entre nous. Exactement, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que c'était public, quoi. C'était public. Donc elle était à chaque fois humiliée à nouveau, encore et encore. Et cette scène finalement que tu décris là, elle est terrible. Et du coup, quand elle accepte la proposition d'Andrew Morton, elle se lâche. Elle se lâche, elle dit voilà, je vais tout raconter. Elle raconte tout. Et en 92, puisque ça c'était en 91, les entretiens en 92, à la sortie de ce livre, c'est une bombe, en fait, dans la royauté et en Angleterre. C'est carrément un séisme, mais ça va surtout provoquer la séparation officielle entre Charles et Diana en décembre 92, 6 mois après la sortie du livre, qui est toujours un best-seller à Londres. Eh bien, en Angleterre, pas seulement à Londres, la séparation est officiellement déclarée par le Parlement. Et c'est ça, donc là-bas, c'est le Parlement qui déclare si les couples princiers se marient ou se séparent. Et là, Diana, elle a 32 ans, elle décide de se retirer de la vie publique, d'élever ses enfants. Et de son côté, le prince Charles va tranquillement, comme si de rien n'était, continuer son histoire avec Camilla. On sait aujourd'hui qu'ils n'avaient jamais cessé de se voir. Non, jamais cessé de se voir. Elle veut tout faire pour préserver ses enfants de la traque omniprésente des paparazzi. Et Charles, de son côté, il s'en fiche, tant qu'il peut vivre son histoire avec Camilla. Alors, ils ne sont que séparés. Diana conserve son titre et ses fonctions. Ses privilèges. Bien sûr. Oui. Donc, jusqu'en 95, puisque en 95, pareil, elle accepte une interview de la BBC, chaîne publique anglaise. Et là, raconte-nous. Dans cette interview, la princesse de Galles se lâche et raconte vraiment ses tourments, sa dépression, son automutilation, sa boulimie et l'adultère de son mari. Elle y affirme cette phrase qu'on se souvient, elle dira il y avait 3 personnes dans notre couple. Et oui. Et donc elle parlait bien sûr de sa relation que Charles entamait avec Camilla Barker, mais elle reconnaissait et elle a reconnu avoir elle-même des liaisons lors de ces interviews. Oui. Alors ça c'est rigolo parce que dans le livre d'Andrew Morton, tout était déjà, elle avait déjà parlé de tout ça, mais c'était écrit. C'est pas pareil. Là, c'est une interview, on l'entend, c'est elle-même qui raconte. Ah oui. Et pareil, cette interview de la BBC, c'en est trop pour la reine. Elle a vraiment tout étalé comme ça devant tout le monde, laver son linge sale en public. Ça, la reine, elle supporte pas. Et elle exige
que le divorce soit prononcé. Divorce, oui, après 4 ans de séparation, pendant lesquels les deux ne se parlent presque plus, eh bien, le divorce est enfin prononcé en décembre 96. En décembre 96, là, c'est la délivrance pour Diana ou même pas? Si. Alors, pour Diana et pour Charles, qui se sont enfin libérés du poids d'un mariage qui n'aurait jamais eu lieu, qui jamais dû avoir lieu. Ouais. Il y avait Diana, d'amour. Et malgré tout, ils n'arriveront pas à s'en débarrasser. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser parce que malgré tout, c'est la mère du futur roi d'Angleterre. Ah, mais la reine dira, il faut bien la traiter car c'est la mère du futur roi. Et oui, Donc, oui. Mais pour Diana, mais elle continue à soutenir les causes qui lui tiennent à cœur. On se souvient de cette scène en Angola en 1997 où elle visite des mines antipersonnelles qui viennent d'être récemment déminées. Donc on la voit marcher sur ce terrain avec un casque sur la tête. Bien sûr, voilà, on se souvient de ça. On se souvient de ces images très fortes. Et en 1997, elle fait la rencontre de Dodi Al-Fayed et entame une liaison avec lui. Alors elle le rencontre par l'intermédiaire du père de Dodi Al-Fayed, de Mohamed Al-Fayed, qui est le patron des grands magasins londoniens à Rhodes. Et elle passe l'été 1997 avec lui. Alors les paparazzi les bombardent. Il y a des photos du Watch. On se souvient d'elle sur le Watch, complètement heureuse. Bon, des photos qu'elle a cherchées, qu'elle a voulu qu'on la photographie à ce moment-là. Et elle a l'air bien, elle est heureuse, elle est enfin une femme libérée et qui vit sa vie. Oui. Jusqu'au 31 août 97. Donc comme tu l'as dit au début, cette soirée au Ritz, pour fuir, c'est les paparazzi qui la harcèlent et qui la pourchassent. Eh bien, elle sort du Ritz, elle part avec Dodi Al-Fayed dans une voiture. Et là, l'accident, le pont de l'Alma. Ouais, ils avaient tout fait pour. Ils ont percuté donc un pilier. Ils avaient tout fait pour éviter ces paparazzis. Ils sont passés par derrière, enfin tout un processus pour éviter ces paparazzis, mais bien sûr, certains sont plus malins. Et voilà, et c'est comme ça que la course-poursuite est un drame absolu. La mort de Diana a été un drame à l'échelle planétaire au Royaume-Uni et dans le monde. Mais les Anglais se sont sentis orphelins à ce moment-là. On se souvient de ces milliers de fleurs, de ces larmes du peuple. Bien sûr. Et ça reste la princesse préférée, la princesse des cœurs. Et oui, 24 ans après sa mort, c'est toujours une personnalité iconique, un destin qui nous marque encore. Et malgré toutes les zones d'ombre autour de cet accident et toutes les théories qui ont pu naître dans les esprits. Beaucoup de théories. On a parlé du complot, on a parlé que peut-être il y a failli un assassinat. Oui. On a dit qu'elle a été peut-être enceinte lors de cet accident. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de suppositions. Bien sûr, il y a eu donc des enquêtes et qui s'est avéré que finalement, c'était à cause du chauffeur qui était ivre et sous antidépresseur. Ouais. Et puis, la vitesse. On ne saura jamais. On saura jamais. Ça reste aussi... C'est aussi ça le mystère et il y a des secrets qui et le destin, ce fabuleux destin de femme. Diana a révolutionné, a dépoussiéré vraiment la monarchie. Elle a été une femme au grand cœur. Je pense qu'on l'a aimée parce qu'elle était finalement, en un mot, humaine. C'était une femme, elle était accessible. Les gens s'identifiaient à elle, comme on l'a dit plus tôt. J'ai une anecdote qui est assez jolie parce que c'était quand même une princesse. Elle a reçu beaucoup de lettres de la part des gens qui l'aimaient et des lettres quand elle était enceinte de William de félicitations. Et elle a reçu ces lettres et j'imagine qu'elle n'a pas répondu à tous, mais elle en a répondu à bon nombre pour les remercier. Donc c'est hors du commun quand même. Elle a pris son temps de remercier. Eh bien, Galit, ces lettres en tout cas, ont été vendues après aux enchères entre $2 000 et $20 000. J'aurais dû lui écrire. Mais attends, mais au bénéfice de qui ?
Et ben, les gens ont vendu alors, aux enchères. Aux enchères. Des gens qui ont vendu leur lettre, ils avaient la lettre. La lettre qu'elle avait répondu. Oui, les les lettres. lettres. Avait reçues, hein. Non, les lettres qu'elle répondait. Donc oui, les gens qui ont reçu ces lettres de remerciement ont été vendus. Ah oui, les gens ils les ont vendus. Après ils les ont monnayés. Bon, pourquoi pas, comme quoi. Mais voilà, donc c'était possible. Voilà, ça montre qui elle était. Et voilà, oui, parce que c'est vrai que quand on voit par exemple la reine aujourd'hui, la reine Elisabeth, qui est reine depuis plus de 50 ans. On n'a jamais su ni ce qu'elle pensait, ni sentiment, rien. La fille, c'est une porte de prison. Alors que Diana, elle avait ses fêlures, comme tu disais, elle était humaine, elle était éclairée. Elle a su montrer ses parts d'elle, donc de bonheur, ses fêlures, ses blessures. C'est ça qui a plu. Et puis finalement, elle était peut-être aussi un peu coquine. Tu as une anecdote à nous raconter là-dessus. Alors c'est assez drôle. Diana, elle avait un porte-bonheur, alors particulier et inattendu. Qu'elle avait reçu d'un de ses amants. Alors on pourrait penser que elle avait reçu d'un de ses amants, de Hewitt. Je sais pas si. Alors, en tout cas, on pourrait penser que c'était un porte-bonheur à 4 feuilles, hein, mais non. Un petit trèfle. Et celui de la princesse était en réalité un sextoy. Alors, pour la petite histoire, il s'agissait. Alors voilà, il s'agit d'une plaisanterie faite par Kernwolf, son ancien garde du corps. Ah, d'accord. Voilà, qui en 92 aurait caché un sextoy dans le sac à main de voyage de Diana. Et tenez-vous bien, alors cette dernière aurait découvert le gadget lors de la rencontre avec Jacques Chirac et Paul McCartney. Elle avait son sac et puis là, elle trouve ce gadget dans son sac et c'est devenu son porte-bonheur depuis. C'est devenu son porte-bonheur. Bon, écoute, donc ça montre aussi le côté un peu coquin de sa personnalité. Et finalement, une personnalité complexe aux 1000 facettes. 1000 facettes. Aussi, pour la petite histoire encore, elle a été la première à mettre du noir, car le noir n'était pas porté dans la royauté, c'était un signe de deuil. Elle a été la première à porter des robes noires et aujourd'hui, la reine des Pays-Bas ou d'Espagne porte du noir. Elle a aussi grâce à elle. Ça aussi, elle a tout dépoussiéré. Voilà. Elle a tout dépoussiéré. Ben voilà. Voilà pour Diana, Lady Di, princesse de Galles, princesse des cœurs, chacun l'appelle comme il veut. Merci Isabelle pour ce magnifique destin, fabuleux destin. Ça, c'est un vrai destin de femme. Destin, oui. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau destin, une nouvelle femme. On leur dit ? On leur dit. Allez, on leur dit. La prochaine, Helena Rubinstein. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.